Nous sortons d'une semaine de débats budgétaires sur les recettes de l'État, comprendre la fiscalité, les taxes, les cotisations et toutes les déclinaisons de ce terme qui ressemble très fort à de l'impôt. Et entre autres choses, on a beaucoup parlé à l'occasion de ce débat budgétaire d'un certain Gabriel Zucman qui a proposé ce qu'il a appelé en toute modestie une taxe Zucman, taxe qui prévoyait de pénaliser les personnes détenant un patrimoine de plus de 100 millions d'euros à hauteur de 2% par an. Et ce débat économique, les divagations de certains néo-communistes qui ont envie de plus ou moins spolier tout ce qui est possible de spolier à partir d'un certain montant, nous ont poussé à traduire un deuxième titre de Thomas Sowell. On vous en a parlé dans le dernier podcast, Discrimination et disparité, publié en 2019 dans son édition augmentée, qui est celle que nous traduisons, et que nous allons sortir, si tout se passe bien, d'ici Noël. Voilà, une campagne typique est en cours. Et pour parler de cette actualité à la fois économique, philosophique et un petit peu littéraire, je suis avec le traducteur du livre, Radu Stoenescu. Ça va, Radu ? Oui, bonjour Moss. En effet, je suis très content. À l'heure où nous enregistrons, nous venons de lancer cette campagne Tipeee qui démarre vraiment sur les chapeaux de roue. Donc, je remercie tous nos contributeurs fidèles qui sont au rendez-vous, qui ont participé et qui continuent de participer en ce moment même. Donc nous avons bon espoir d'atteindre l'objectif modeste qui ne couvre qu'une partie des frais, comme je le dis à chaque fois. Là, l'objectif ne couvre pas l'entièreté des frais de traduction, de publication, de relecture, d'impression et d'envoi. Ce sont les différents postes qui doivent être fournis à chaque fois que nous faisons un livre ou plusieurs livres. Et vous allez vous demander, mais ok, ça ne couvre pas tous les postes, mais comment vous faites ? C'est parce que derrière, effectivement, il y a quand même quelques libraires qui nous soutiennent. Donc j'en profite pour inciter tous les Parisiens qui souhaitent découvrir nos livres d'aller à la librairie de la Cédille qui se trouve à côté de la station métro Vaugirard. Où vous pourrez voir... C'est rue des Volontaires, c'est ça, si je me souviens bien. C'est ça. Et vous pouvez trouver nos ouvrages et les admirer, vraiment les peser, les étudier, si vous n'êtes pas convaincu de la qualité de ce que nous faisons. Et aussi à la librairie Chan, qui se trouve boulevard Montparnasse, à côté du métro Vavin. Voilà, pour les Parisiens, ce sont les deux endroits où vous pouvez trouver nos livres pour le moment. D'ailleurs, c'est aussi en quelque sorte un appel à d'autres libraires qui souhaiteraient collaborer avec nous. Envoyez-nous un message et on verra les conditions dans lesquelles nous pourrons établir une collaboration. Donc voilà pour les nouvelles. Ah oui, bien sûr, les scrutons, écoutez, nous en sommes toujours au même point, à savoir que, comme on l'a dit, alors la raison administrative pour laquelle nous avons mis en pause le projet, c'est tout simplement que nous attendons une réponse du CNL, donc du Centre national du livre. C'était cela la raison administrative dont nous avons parlé la dernière fois. Nous avons déposé 2 demandes d'aide distinctes pour chacun des livres de scrutin. Et nous n'avons pas encore eu de réponse ni positive ni négative à nos demandes. Et nous attendons cette réponse parce que selon le règlement du CNL, si jamais la réponse est positive, ce que bien sûr nous souhaitons, nous devrions imprimer sur les 4e de couverture des livres le logo du CNL que vous avez peut-être déjà vu sur certains ouvrages. Tout simplement, c'est CNL, stylisé d'une certaine façon. Mais voilà, c'est une obligation et bien sûr, nous espérons fortement obtenir ces aides. D'autant que les scrutons ont été véritablement une entreprise extrêmement fatigante. Vous allez voir que, en tout cas, le désir sexuel, c'est un beau livre, comme je l'ai dit, de 550 pages, dans un format encore plus grand que nos livres habituels. Donc, véritablement, c'est un livre qui en vaut 3. Et puis, il y aura une préface aussi d'une universitaire
conservatrice, dont nous dévoilerons le nom peut-être dans le prochain podcast. Mais en tout cas, voilà, il y a plein de belles choses autour du livre de Scruton. Voilà où nous en sommes. Bon, sur ces bonnes paroles, mon cher Radou, est-ce qu'on reviendrait pas peut-être à une actualité plus économique enfin, je sais pas toi à quel point tu as suivi un petit peu les débats parlementaires de la dernière semaine. Moi, j'ai vraiment écouté de manière échantillonnaire, parce que je peux pas passer 15 heures par jour à écouter des débats parlementaires jusqu'à 3 heures du matin tous les jours. Mais j'en ai écouté quand même quelques échantillons assez représentatifs, je pense, de l'ensemble. Et c'était vraiment une sorte de cirque géant cette semaine, parce que globalement, c'était la foire à qui proposer des nouvelles taxes. Le tout avait perdu toutes sortes de finalités. Enfin, il n'y avait même pas de boussole économique qui pourrait présider au choix de pourquoi mettre une taxe, pourquoi pas mettre de taxe, etc. On sentait une sorte d'ambiance un peu paniquée où il fallait trouver d'urgence des milliards par un peu tous les moyens. Et pour ceux qui n'étaient pas paniqués par les milliards, il y avait des paniques idéologiques de type comment se fait-il qu'il y a encore des injustices fiscales en France, comment se fait-il que certains ne payent que tant alors que les autres payent tant, et tous les débats sur la taxe Zuckman ont été ouverts par une petite tirade que j'ai trouvée assez fantastique d'un intervenant de la France Insoumise qui constatait que le français moyen paye 50% d'impôts. Les riches dans le top, je sais pas combien de pourcents, je présume que c'était 0,1, mais peut-être que je me trompe, n'en payent que 25%. C'est scandaleux, faudrait qu'ils payent autant que les autres. Voilà. Donc en fait, je rappelle que, alors je sais pas s'il y en a des gens de cette communauté qui nous écoutent, mais je rappelle que par exemple les Mormons prélèvent 10% des salaires de leurs adhérents, de leurs fidèles, et que certains considèrent que ces 10% de prélèvement sont une taxe ignoble et injuste et excessive qui spolie les fidèles. Bah, le contraste est un peu violent en fait. Ouais. Oui, non, mais bon, je pense que c'est pour la raison pour laquelle nous faisons ces livres de Sowell, parce que Sowell donne quelques outils pour faire sens un petit peu de tout ce chaos, et je pense qu'il est véritablement urgent de le lire en France et de lire un petit peu les économistes classiques, les économistes libéraux dont ils s'inspirent, enfin, et qui sont au départ d'ailleurs français, en fait. Bastiat, on a toute une tradition française qu'on a totalement oubliée. On pense que oh là là, c'est des choses ultra-libéralistes américaines, alors qu'en fait, ce sont des Français qui ont posé les bases de cette réflexion-là. Et il serait temps que l'on renoue avec ces ancêtres-là en particulier, en tout cas que l'on renoue cette tradition intellectuelle qui passe par des noms que je ne connais pas forcément tous, mais en tout cas le dernier en date, c'est par exemple Philippe Nemo, dont j'ai longuement parlé dans la préface du livre de Belloc que nous avons fait il y a 2 ans. Voilà, et Philippe Nemo qui a aussi fait des traductions de Hayek, en tout cas qui a présidé à l'édition de certaines traductions de Frédéric Hayek. Et voilà, il existe une tradition libérale française, et je dirais même encore vivante, représentée par Philippe Nemo, qui est un grand philosophe, et qui est aussi d'ailleurs un philosophe chrétien. Il a écrit des livres sur la mort de l'athéisme moderne, si je me rappelle bien le titre. En tout cas, voilà, c'est comme quoi il est possible d'être libéral et chrétien, parce que j'aimerais bien qu'on profite peut-être aussi de nos discussions aujourd'hui pour parler de cette chose-là, de cette thématique-là, qui est revenue dans des commentaires. D'ailleurs, on va partir de là, parce que c'est revenu dans des commentaires sous nos précédents podcasts. Est-ce que les premiers chrétiens ne vivaient pas dans le communisme? Non, tu te oui, je me rappelle du commentaire. Oui. Alors, qu'est-ce que tu en penses, toi? On va partir de là. Bah, en fait, enfin,
C'est ça qui est un petit peu terrifiant, moi je trouve, avec une partie des discussions qu'il y a en ligne, c'est que les gens ne mettant pas toujours les mêmes définitions sur les mêmes mots, on en arrive très vite à des débats qui sont absurdes en réalité. Bon, communiste, en fait, c'est dans quel sens? Est-ce que les... On va partir de l'abolition de la propriété privée. C'est ça, en fait, c'est là où j'allais arriver. C'est que si c'est de dire que quand tu mets 10 personnes ensemble qui sont pas salariés avec un CDI, avec un contrat de travail d'une entreprise gérée par Gradgrind, et que chacun il fait un peu ses occupations et qu'ils s'échangent et ils se partagent ce qu'ils arrivent à récolter les uns les autres. Oui, ils sont, enfin, si c'est ça communiste, oui, ils sont communistes, mais de la même manière que des scouts sont communistes ou que des, enfin, je veux dire, si on va par là, globalement, n'importe quelle légion est communiste. Dès qu'il y a de la solidarité, il y a c'est ça, on peut voir du communisme partout, en fait. Je veux dire, si on en arrive à ça, tu fais un camping avec 3 potes, c'est du communisme, en fait. Tu t'es fait une épopée communiste dans les Alpes, quoi. Bon, ça n'a pas beaucoup de sens. Le truc, c'est que justement, en fait, pour moi, là où tu peux vraiment commencer à te demander si c'est communiste, c'est quand tu commences à mettre des actions qui sont spécifiques et qui sont liées à la théorie communiste, en fait. Donc, l'abolition de la propriété privée, la lutte des classes, etc. Est-ce que on a l'impression que parmi les apôtres, il y a une puissante lutte des classes qui est à l'œuvre? Moi, j'ai pas l'impression, en fait. J'ai l'impression que si il y a eu plutôt une abolition des classes qu'une lutte des classes, en fait. C'est-à-dire que ce soit celui qui était percepteur d'impôts ou que celui qui était pêcheur, eh ben, ils se sont tous les deux mis à suivre le Christ, et en suivant tous les deux le Christ, en fait, il n'y avait plus de différence entre eux. Oui, mais justement, c'est bien là l'idéal communiste. L'idéal communiste est l'abolition des classes, te dirait un marxiste. Donc là, la question se reposerait, tu vois. Oh. Puisque tu viens de dire exactement ce que te dit l'abolition des classes est justement l'idéal communiste. Alors, est-ce que les premiers chrétiens ne vivaient pas dans un idéal communiste, en fait? Puisque c'était l'abolition. Tu viens de le dire. Est-ce que tu... Encore une fois, moi j'ai l'impression que si tu veux, c'est vraiment une extrapolation très 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 lointaine du concept. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Par exemple, où est le productivisme économique dans les... Oui, tu vois, je veux dire, d'accord. Si tu enlèves tous les aspects de production économique, si tu enlèves tous les aspects de... Enfin, je veux dire, concrètement, oui, si tu veux, il y a eu une multiplication des forces productives qui a vraiment été exceptionnel. C'est-à-dire que il y a quand même, Jésus, il a quand même réussi à multiplier des poissons et des pains, tu vois. C'est quand même vraiment une multiplication communiste des forces productives. Oui, mais disons que Jésus, il quand même, c'est-à-dire cet formidable réacteur de productivité, il a quand même disparu. Il a été occulté, pour dire à bout d'un. Il y a eu quand même, la production a quand même vachement baissé à partir du moment où il s'est retrouvé cloué à une croix, apparemment. Donc, après, il y avait une différence entre Jésus et les autres. Et ça, c'est peut-être quand même un truc qui... Enfin, si tu veux, tu peux pas dire qu'ils étaient tous égaux, qu'on était dans une sorte d'égalitarisme fou, alors que il y a clairement des distinctions entre eux. Et même si tu te rappelles entre les apôtres, il y a toute une discussion pour savoir qui sera assis à la droite de Jésus dans le royaume des cieux, par exemple. Oui, alors, c'est ça. Oui, c'est vrai. Maintenant, non, revenons quand même. Vas-y, je te laisse clarifier le truc. Je pense que, pardonne-moi de jouer au professeur, mais là, pour le coup, je pense que il faut clarifier certaines choses. Donc, si le communisme, c'est l'abolition de la propriété privée, le christianisme primitif n'abolit pas la propriété privée. D'accord ? Le christianisme primitif, tout ce qui se passe, les premières communautés chrétiennes, justement, ils se réunissent dans la joie et dans le partage, c'est très important, et dans le partage de ce qu'ils ont chacun et qu'ils amènent volontairement parce qu'ils en sont propriétaires. D'accord ? C'est ça très important. Ils mettent en commun, non pas parce qu'il le faudrait ou parce que tout à coup ils aboliraient la propriété privée, ils mettent en commun, de par leur volonté propre, leurs biens afin qu'ils soient
unis dans le Christ, justement, qu'ils soient tous un dans le Christ, comme dit la formule de Saint Paul. Et il n'y a plus de juifs et de non-juifs, il n'y a plus de grecs et de païens. Nous sommes tous unis, nous sommes tous un dans le Christ, c'est-à-dire, justement, ils forment tous une même communauté d'esprit, mais qui est faite par la volonté de chacun de partager sa propriété personnelle, privée, hein, d'accord ? Elle n'est pas abolie, et d'ailleurs, il y a une situation très connue où il y a quelqu'un qui va voir Saint-Pierre et il lui apporte l'argent qu'il a eu de la vente de son bien, en fait. Et c'est dans les Actes des Apôtres, ça vous pourrez vérifier pour ceux qui veulent voir ça. Et Saint-Pierre lui dit, est-ce que tu nous as tout donné ? Et le gars, en fait, dit, oui, je vous ai tout donné, alors qu'il avait gardé une partie. Et alors, Saint-Pierre, sachant par sa pénétration d'esprit qu'il ment, il dit, mais pourquoi tu mens, puisque on sait que tu as... Et là, le gars, il tomberait de mort, d'après mes souvenirs. Bref, en tout cas, mais c'est très important, cette anecdote, parce qu'elle est ressortie par beaucoup de gens comme si c'était une apologie du fait de tout mettre absolument en commun. C'est pas du tout ça, c'est le fait que le gars, dont j'ai oublié le nom, a menti à Saint-Pierre, en fait. Il lui a dit qu'il avait tout donné, mais alors qu'il aurait pu dire, bah non, je n'ai gardé une partie, enfin, etc. C'était pas... Bref, c'est pas une histoire qu'il aurait dû tout mettre en commun, parce qu'il y a beaucoup de communistes qui réinterprètent ces histoires des Actes des Apôtres dans ce sens de ça aurait dû être obligatoire de tout mettre ça en commun, en fait. Non, c'était pas. Et puis d'ailleurs, c'est pas ce qu'ils mettent en commun, c'est plus dans un esprit de partage et de fête, d'accord ? C'est pas dans un esprit productiviste. Ils ne mettent pas en commun des moyens de production. Ils mettent en commun, en fait, des consommables. On pourrait dire des choses. C'est ça, exactement. Ils mettent en commun des consommables. On pourrait dire presque comme quand vous amenez à la fête des cadeaux et que vous allez partager ça avec des amis. Mais bref, ils n'organisent pas des communautés autogérées sur le plateau du Larzac pour produire. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Il n'y a pas d'objectif de production, en fait. Oui. C'est donc... Voilà, il n'y a pas de... Voilà, c'est ça. Il n'y a pas d'objectif de production, mais c'est plus la fête, en fait. C'est ça. C'est plus de voir ça comme une mise en commun. On est heureux dans le Christ. On est heureux de savoir que notre âme sera sauvée, qu'on est immortel, etc. Ça, c'est la joie d'être dans le... Mais ça n'a rien à voir avec la perspective communiste qui est celle de mettre en commun des moyens de production, parce que grâce à ces moyens de production en commun, on sera plus efficace et que l'abondance régnera sur Terre, d'accord ? Enfin, c'est très important de comprendre que les premiers chrétiens, non, ils ne voulaient pas instaurer le paradis sur Terre. Ils étaient heureux parce qu'il y avait la perspective, et d'ailleurs tout chrétien aujourd'hui devrait être heureux pour la même raison, qu'il y a une perspective de salut éternel, point. Pas pour le fait qu'on va instaurer une société égalitaire dans je ne sais pas combien de décennies. Ça, c'est pas spécialement le truc qui enthousiasme un chrétien. C'est pas l'instauration d'une société égalitaire. Ce qui enthousiasme un chrétien, c'est le royaume de Dieu. Bon, donc voilà, je pense que... Et puis il y a une démarche aussi, il y a une démarche individuelle dans le christianisme que tu peux... Enfin, moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui passent sous silence complètement le fait que la quête de spiritualité et la quête du salut de l'âme, pour utiliser des termes un peu peut-être lourds, c'est un truc qui... est individuel en fait. C'est pas un truc qui est collectif. Genre, il y a aucun moment où les gens se disent non mais en fait il faut que je sauve. On va se mettre en commun la quête du salut de nos âmes et on va se répartir les bénéfices du salut de nos âmes ou je sais pas quoi. Ça, cette réflexion-là n'existe pas. Oui, donc il y a quand même une célébration en commun, disons. D'accord, la messe est quand même un repas en commun avant toute chose, d'accord. Donc si on regarde les premiers rituels chrétiens, c'est avant tout un repas. Je veux dire, la messe, ça vient littéralement de la table, d'accord. La messe, c'est ça en latin. Donc en fait, tout simplement, c'est un partage de pain. On lit les premiers textes, c'est-à-dire l'apologie de Justin. Un des premiers textes dont on sait historiquement qu'il est chrétien, c'est peut-être même avant les évangiles, c'est ce qu'on appelle l'apologie de Justin.
martyr récent de 150 par là, en tout cas 151 après Jésus-Christ, bien sûr. Bon, en tout cas, voilà, pour cette histoire de communisme et de christianisme, je pense que ça vaut le coup de reparler de ça, parce que, en fait, bon, moi, je suis très chagriné par l'ampleur, en tout cas, du courant, ce qu'on pourrait appeler catholicisme social, qui me semble tellement du socialisme catholique quand je vois les publications, en fait, à vrai dire, où on revient, enfin, ce qui me semble véritablement une déviation, une vertu chrétienne devenue folle, comme dirait Chesterton, c'est-à-dire qu'il y a une miséricorde qui devient folle, qui est découplée de la recherche de la vérité, qui est découplée de la recherche de la justice, qui est découplée des autres vertus, justement, et là, ça devient n'importe quoi. Je rappelle que, enfin, même si Jésus parle aux pauvres et bénit les pauvres et dit que les pauvres hériteront de la terre, etc., il y a une consolation. Et bien sûr, la pauvreté, elle a été même volontairement recherchée par certaines personnes. C'est la pauvreté, ça ne veut pas dire que c'est la misère, d'accord. La pauvreté, il y avait des gens qui, dès les premiers siècles, il y avait une tradition anachorétique, d'accord, on pourrait dire monastique, des gens qui voulaient vivre dans un dépouillement du monde et qui ne recherchaient pas spécialement des biens du monde, comme il y a eu dans toutes les religions, il y a ces mouvements-là, les sadhus en Inde, bon, vous avez, bref, il y a toujours des mouvements de dépouillement et de recherche d'absolu qui passent par le rejet des biens de ce monde. Même quelqu'un qui était, comment dirais-je, Sénèque, qui était comme un des hommes les plus riches de l'Antiquité d'ailleurs, mais qui vivait d'une façon stoïcienne, d'une façon extrêmement dépouillée, à vrai dire. Mais c'était véritablement le Bill Gates en fait de l'époque de Néron. Mais il vivait dans un dépouillement quasiment monastique. Bon, en tout cas, il y a eu toujours eu la vertu du dépouillement a toujours été prêchée par différents courants moraux. C'était pas la misère, c'était pas le fait de crever de faim, c'était le fait de vivre dans un relatif dépouillement. Même, on a l'exemple de Saint-Pierre apparemment qui vivait en vendant, il tissait des filets de pêche, je crois. Il faisait un truc manuel très très simple qui lui apportait un peu de pécule, mais même Saint-Pierre faisait un truc, voilà, et il vivait forcément dans un relatif dénuement avec ce qu'il pouvait vendre avec ses filets de pêche. Ça devait pas être monstrueux comme gain. En tout cas, voilà, le dépouillement peut être une vertu parce que tout simplement, ça veut dire que tu te consacres à ton activité, à des choses plus élevées, plus spécifiquement la culture, la spiritualité. Vous avez le cas des nerds, en fait, un nerd où c'est un peu pareil, quoi. Enfin, le gars qui se néglige un peu et qui est obsédé par certaines théories ou par certains auteurs, parce que voilà, c'est là où il trouve, lui, un intérêt à vivre et qu'il n'est pas spécialement intéressé par le fait de gagner de l'argent ou par le fait de sculpter son corps ou que sais-je. Il y a un peu chez les nerds cette tendance-là d'une façon spontanée, en fait. Tout simplement, ils sont enclins à un certain anachorétisme, comme ça. Bref, en tout cas, c'est une vertu, non pas parce que le monde serait mauvais, parce qu'il faudrait sauver la planète, parce qu'il ne faudrait pas faire du CO2. C'est pas pour ça que... c'est tout simplement parce que c'est meilleur de se consacrer aux choses de l'esprit, c'est tout. Il y a une hiérarchie des plaisirs et des besoins, et c'est pour ça que c'est presque d'ailleurs comme celle de Maslow, d'ailleurs. Bah, c'est la pyramide de Scheller, en fait, que tu essaies de Scheller, cacher, oui. là, mais en fait, c'est ça la réalité. Et je crois qu'on a pas mal divergé du plan d'origine. Non, mais oui, on a divergé. Non, mais on va y arriver parce que non, je te parlais du socialisme catholique. Non, mais c'est-à-dire qu'il y a cet aspect où, en fait, finalement, j'ai écouté des auteurs assez récents et contemporains, qui, en fait, font du socialisme et ils le matinent de catholicisme, en fait. C'est tout. Finalement, du point de vue de ce qu'ils souhaitent, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire qu'on s'occupe des plus démunis, qu'on fasse des taxes, qu'on s'en prenne aux milliardaires. Enfin, il y a toujours le même discours socialiste,
Et c'est enrobé dans du cellophane catholique ou chrétien, etc. Mais et en fait, moi je trouve qu'il y a il y a une double trahison parce qu'en fait, non, le catholicisme ne s'occupe pas de la justice sociale. Le catholicisme s'occupe du salut des âmes. Point. Donc non, il s'occupe pas de la justice sociale. Moi je pense que c'est radical. Il faut vraiment remettre l'Église au milieu du village. Non. Et et j'aime pas quand on mélange. Enfin, on fait passer du socialisme pour du catholicisme ou du christianisme, alors que c'est simplement du socialisme. C'est, et que les vertus que l'on prêche, sous prétexte qu'elles étaient soi-disant prêchées par Jésus, elles seraient catholiques alors qu'elles ne sont que socialistes. Non, je rappelle une chose terrible, d'accord, encore une fois, on finit là-dessus. Il y a un passage où il y a une femme qui renverse un passage des évangiles où une femme renverse du parfum sur la tête de Jésus. Un parfum très cher, d'accord. Et en présence de ses disciples, elle lui met du parfum sur les cheveux. Alors le parfum, même aujourd'hui, c'est cher. Mais je crois qu'à l'époque, c'est un parfum qui doit valoir peut-être 15 000 euros le flacon. Enfin, un truc complètement indécent. Enfin, oui, c'est un an de salaire ou je sais pas quoi. Donc, il y a une référence. Oui, c'est extrêmement cher en tout cas. Et là, des apôtres, des disciples juste s'indignent. Ah, mais pourquoi, devant ce gaspillage, ah, mais pourquoi, voilà, elle a versé ce parfum sur ta tête, on aurait pu vendre ce parfum et distribuer cet argent aux pauvres. Voilà, on est dans une logique socialiste. C'est très intéressant comme passage. Et certains évangiles disent que c'est Judas qui dit ça, en fait, parce que c'est lui qui tient la bourse et qu'il prenait l'argent dans la bourse, c'est bon, qu'il aurait eu un intérêt, lui, personnel là-dedans. Mais même si... En tout cas, Jésus, ce qu'il dit, c'est que de toute façon, il dit grosso modo vos gueules. Il dit de toute façon, cette femme a voulu me faire plaisir, pourquoi vous lui faites de la peine? Elle a fait ça en vue d'ailleurs de mon enterrement. Et il a cette phrase terrible, des pauvres, vous en aurez toujours, moi, vous ne m'aurez pas toujours. Donc ça, c'est... Et ça, je laisserai tous les chrétiens méditer sur cet épisode rapporté par plusieurs évangélistes. Il y en a au moins 2 qui le rapportent. Mais en tout cas, je les laisserai méditer là-dessus et sur cette phrase, notamment finale de Jésus, des pauvres, vous en aurez toujours, moi, vous ne m'aurez pas toujours. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Bon, je ferme la parenthèse, mais je trouve que le catholicisme n'a pas à se corrompre en se donnant des airs de socialisme. Et j'aime pas quand des socialistes se dissimulent en catholiques. Donc, voilà. Bon, revenons aux socialistes authentiques, ceux-là, ceux qui veulent de la justice sociale et de la justice fiscale. Pour leur répondre, pour leur apporter la contradiction, on a eu envie de traduire donc ce texte de Thomas Sowell. Et en fait, c'est quoi le gros enjeu qu'essaye d'aborder Thomas Sowell? C'est que concrètement, son constat, c'est que en fait, le monde est complexe. Il y a des tas de choses qui sont très compliquées et qu'on ne peut pas tout expliquer avec des approches à variable unique. Et il ferraille à peu près aussi fort contre ceux qui disent tout est biologique, tout est génétique, etc. Et ceux qui disent tout est social, tout est de l'ordre de la violence symbolique, de l'histoire, des oppressions, de tout ça. Ça, c'est un peu le grand cadre général de sa réflexion. Moi, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est en fait, le fait qu'il réintroduise de la complexité, même dans des choses qui nous paraissent intuitivement relativement simples. Et je vais prendre pour ça un des exemples qu'il cite au début de son livre. C'est une expérience qui a été faite sur les 1% de QI les plus élevés, donc quelque chose comme 140 et plus de QI. En fait, il y a une étude qui a suivi à peu près 1500 personnes qui ont eu 140 de QI à un moment donné sur la durée. Et en réalité, en fait, il y a des variations énormes entre les profils et entre les résultats et entre les accomplissements de ces personnes. Et en fait, même des petites variations infimes peuvent, sur le temps, finir par produire des différences de résultats qui sont colossales. Il y a une sorte de concept en économie, peut-être que les gens en ont entendu parler, c'est celui des intérêts composés. En fait, certaines des habitudes, certaines des formations initiales familiales, tout un tas de petits détails comme ça, produisent des intérêts composés
qui sur le temps long finissent par en fait résulter, même pour des gens qui a priori, nous de notre point de vue, on pourrait dire c'est un peu tous les mêmes, en fait ça peut finir par produire des différences énormes dans les résultats et dans les accomplissements opérés. Je sais pas si toi ça te... Ouais. Oui, c'est ça. Et dans le positif et dans le négatif. Ouais, c'est-à-dire, il y a des intérêts composés dans les deux sens, en fait. Aussi bien pour des petites choses qui manquent ou des petites choses négatives de départ, qui, en fait, sur le long terme, c'est comme une micro-pièce de Lego qui manque à la grande construction. Et en fait, plus tu bâtis et plus, en fait, tu te rends compte que cette mini-pièce de Lego, en fait, elle était capitale à un tel endroit pour que tout tienne. Et voilà, tu n'as pas cette petite pièce et alors tu peux pas construire au-delà d'une certaine hauteur, on pourrait dire, pour prendre cette image. Alors oui, c'est très riche à la fois c'est très riche et très simple. Alors, chez Scruton, nous sommes vraiment dans le conceptuel. Là, chez Sowell, on est vraiment plus dans le factuel. Donc voilà, il y a une idée cadre qui est dans le titre. C'est-à-dire il existe des disparités. Grosso modo, est-ce que les disparités viennent de discrimination? C'est ça en fait, ceux qui l'attaquent. Alors là, c'est le livre donc, qui précède celui que nous avons fait en début d'année, Illusion de la justice sociale. Donc, Illusion de la justice sociale, c'était son dernier livre, 2023. Discrimination et disparité, première édition en 2018, réédité et augmenté 2019. Et déjà, donc, avant Illusion de la justice sociale, dans ce livre, ce qu'il faisait, c'est il s'attaquait au problème des inégalités, en fait. Des disparités, ce sont les inégalités, en fait. C'est la même chose. Les inégalités, justement, de résultats que l'on constate. On constate des disparités, on constate que, voilà, les choses sont inégales. Sowell part de la réalité, d'accord. Son credo d'intellectuel, c'est que ces lumières conceptuelles doivent éclairer un réel, enfin, doivent éclairer des faits. Ça ne doit pas flotter dans l'éther intersidéral. On réfléchit pour comprendre ce que l'on voit. D'accord ? Donc il est dans une démarche très empirique, très scientifique. Et forcément, il s'oppose aux interprétations trop hâtives qui tendent à dire « Ah, je vois des disparités, donc il existe quelqu'un de méchant qui a rendu ces choses inégales, en fait. Elles auraient dû être égales, et elles ne le sont pas, mais ça, c'est la faute à. C'est la faute à quelqu'un, et on doit absolument intervenir pour remédier à cela, si on a une grande âme, spécialement de gauche, voilà, pour réparer ces injustices, ces inégalités que l'on a constatées, d'accord ? Donc tu veux dire qu'il fait de la science, contrairement à certains biologistes soviétiques, en partant des données pour essayer de comprendre une théorie, à l'inverse de gens qui, par exemple, je dis n'importe quoi, plaqueraient une idéologie bêtement sur de la génétique et diraient c'est comme ça que ça marche les plantes, car c'est écrit dans le manifeste du Parti communiste. C'est voilà, juste pour résumer un petit peu la pensée. Il respecte la nature des plantes plus que les idées de Karl Marx. Voilà. En tout cas, il respecte beaucoup plus les données. En tout cas que les épigones de Karl Marx, parce que moi tu sais très bien que j'ai quand même un certain respect pour Karl. Mais, et d'ailleurs c'est très intéressant parce qu'il reprend, il est malin Sowell, il reprend, il a été marxiste dans sa jeunesse, c'est très important d'ailleurs de le rappeler pour ceux qui viendraient nous écouter à cause du débat que tu as eu avec Pas du Stream et Crise de position revue, de rappeler que Sowell était marxiste et qu'il a arrêté de l'être justement parce qu'il s'est rendu compte que les faits donnaient tort à Marx. Donc voilà. Et en ce sens-là, il a été aussi marxiste que Marx, parce que Marx, comme il révisait un petit peu ses idées en fonction de ce qu'il trouvait. Donc c'était quand même pas c'était autre chose qu'un idéologue contemporain. Donc ce que Sowell dit d'une façon assez drôle, il reprend même une citation d'Engels, c'est que les intentions humaines ne se traduisent pas automatiquement en résultats. D'accord ? Ça, c'est une chose qu'il n'arrête pas de répéter, et ça, je pense que c'est une chose importante à l'heure aussi où beaucoup de censures sont apparues sur les réseaux sociaux, enfin dans tous les
dans tous les coins et recoins de la société, à tous les strates, j'ai l'impression, à tous les niveaux, de plus en plus de gens réagissent devant l'expression d'une intention, comme si cette intention produisait magiquement des résultats automatiquement. Si vous exprimez ne serait-ce qu'une réticence par rapport à certaines choses, sans parler, je ne sais pas moi, vous avez une réticence vis-à-vis de l'immigration de masse, ok, et tout à coup, on vous attribue des intentions criminelles, et en plus, non mais le surcroît, c'est qu'on vous attribue en plus une sorte de pouvoir magique. Si vous avez ces intentions-là, ça va devenir de la réalité. On ne sait pas trop comment, mais en fait, il y a un truc totalement extraordinaire que je constate depuis certains... C'est ce qui empêche les gens de discuter, c'est que j'ai l'impression que dès qu'ils identifient des intentions chez les autres, c'est comme s'ils traitent ces intentions comme si ces intentions avaient un pouvoir magique de réalisation instantanée. Moi, quand on parle avec quelqu'un, même si on peut débattre avec des gens qui ont des projets et des idées totalement contradictoires des nôtres, ça ne peut se faire que si justement, ok, c'est un espace de discussion et que la discussion, encore heureux, ne se transforme pas automatiquement en réalité en fait. On peut envisager, on peut faire des expériences de pensée, Dieu merci qu'on peut s'amuser en imagination avec des tas de choses, peut-être même d'ailleurs avec des choses horribles, mais en tout cas c'est important d'envisager le pire parce que ça permet peut-être de l'éviter, mais en tout cas une discussion véritablement libre est celle où justement on sait que c'est une discussion et que les conséquences de cette discussion, oh là là, elles sont vraiment très lointaines par rapport au réel. On peut discuter de ce que vous voulez, des choses les plus délicates. Ça ne va pas se transformer en action, en génocide ou en exclusion ou je ne sais pas quoi, sous prétexte que tu en parles en fait. Donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup de procès d'intention en France en particulier, parce qu'on croit que les intentions se transforment en actes automatiquement. Et ça, c'est une des premières choses que Sowell attaque. Il dit, non, mais les intentions, ni les bonnes, ni les mauvaises, ni les intentions ne deviennent pas des réalités comme ça, quoi. Ça devient... Donc, allez, on va discuter rationnellement. Il attaque même dans les deux sens, en réalité. Ce que j'ai vu, c'est qu'il attaquait aussi l'équivalence entre observer des inégalités et en déduire que ça provenait d'intention. Parce que toi tu l'as fait dans le sens direct, mais je le fais dans l'autre sens. Le plus souvent, ce qui se passe, pourquoi des gens vont faire des manifs pour dire il faut des quotas de discrimination positive, je sais pas quoi. En fait, c'est parce qu'ils ont constaté des inégalités de résultats dans quelque chose. Ils ont constaté que je sais pas moi, il y avait 2 fois plus d'hommes que de femmes dans telle discipline. Ils ont constaté qu'il y avait une sous-représentation des gens sud-américains dans telle galerie d'art. Enfin bon, bref. Et ils ont déduit que ça provient d'une volonté de faire le mal, pour le dire avec des termes un peu simplistes. Et ils se disent, voilà, oui, c'est à cause d'une discrimination, c'est à cause d'une mauvaise intention. Et donc c'est là où on a le cortège d'explications, souvent bricolées un peu à la hâte, on va pas se mentir. C'est le sexisme, non mais tu vois c'est le patriarcat intériorisé qui explique que machin. Et justement ce que remet en question Sowell, c'est précisément que cette perspective de s'il y a des inégalités, c'est forcément qu'il y a eu des intentions méchantes, elle a aucun sens en fait. Enfin, elle peut avoir du sens parfois, si on arrive à expliquer pourquoi précisément et tout, mais très souvent, c'est brandi comme étant une évidence que, en fait, c'est le fondement, c'est le début du raisonnement pour la plupart des gens, alors que ça devrait être l'aboutissement du raisonnement. Les gens devraient aboutir à cette conclusion dans des cas précis, et en fait, le plus souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils disent « Non, mais si c'est passé ça, c'est qu'il y a eu une mauvaise intention, donc à partir de là, essayons de comprendre qui a eu cette mauvaise intention. » Et non, c'est ça. C'est ça. Mais plus encore, il y a aussi une autre chose qui passe à la trappe quand on parle de discrimination, et je trouve que c'est très salutaire qu'il rappelle cela, c'est qu'une discrimination, c'est-à-dire le fait de rejeter quelque chose ou quelqu'un, peut être bien fondée, peut être vraiment justifiée, d'accord ? Notamment, une société qui tourne, qui fonctionne au mérite et aux compétences, c'est très important de se rappeler, que les compétences
réels font que on pourra discriminer des gens, c'est-à-dire on pourra en exclure certains parce qu'ils n'ont pas atteint le niveau de compétence requis, point barre, d'accord. C'est très important de rappeler que, d'ailleurs, que le mot discriminer, d'ailleurs c'est même une des vertus du chrétien, pour revenir sur la discussion d'avant, c'est la vertu de discrimination, c'est la vertu de discernement. Il faut pouvoir, bien juger en fait. Et ça c'est avant tout une vertu, d'accord? C'est-à-dire quand c'est basé sur l'observation objective, quand c'est basé sur le fait, genre sur un contact concret avec ton objet d'étude, avec la personne que tu veux évaluer, d'accord? Quand tu as des candidats pour un poste dans une entreprise, il faut discriminer. Il faut voir si le gars, il a telle compétence, s'il n'en a pas, ça. C'est-à-dire, ça c'est... Sowell rappelle que dans l'idéal, ça c'est très intéressant, dans l'idéal, on devrait discriminer, c'est-à-dire on devrait juger uniquement sur une connaissance complète et particularisée de chacun, d'accord? Parce que quand on parle en tout cas par rapport aux personnes. Donc ça serait dans l'idéal. Et ça, c'est ce qu'il appelle la discrimination au sens 1. Il y a une petite partie philosophique au début du livre. D'ailleurs, j'invite ceux qui nous écoutent à aller lire le passage que j'ai traduit déjà sur la page Tipeee de la campagne. Le lien sera en dessous de cette vidéo, bien sûr. Et, ça, c'est la discrimination, on va dire, correcte, que tout le monde a toujours fait depuis la nuit des temps. Bon, est-ce que tu as les compétences? Est-ce que tu n'as pas les compétences? On pourrait dire que c'est une discrimination basée sur le mérite. Et il existe bien sûr des discriminations basées sur des préjugés. Ah oui, tu es roumain, donc si tu es roumain, ça va pas, d'accord, pour parler de mon cas, d'accord, etc. D'ailleurs, et ça c'est juste parce que on généralise à partir d'autres situations. Et c'est très intéressant aussi que là où la réflexion de Sowell avance, c'est qu'il dit, en fait, entre le premier type de discrimination juste et le deuxième type, on va dire injuste, il y a quand même un continuum. Sa réflexion, là, elle intervient sur pourquoi, en fait, les gens ont des préjugés. Et c'est très intéressant, là où il intervient avec toujours sa vision économique, c'est-à-dire, grosso modo, ça coûte combien de connaître directement quelqu'un? D'accord? Ça coûte combien d'obtenir les informations correctes pour discriminer véritablement d'une façon juste, en fait? Pour juger d'une façon adéquate quelqu'un, ça nous coûterait combien d'efforts et quel risque d'ailleurs pour avoir un jugement vraiment honnête? C'est-à-dire, grosso modo, et d'ailleurs, le problème, c'est que parfois, comme il donne cet exemple, si vous êtes la nuit dans une rue déserte et que vous croisez et que vous apercevez au loin une silhouette peut-être un petit peu menaçante, ça vous coûterait trop cher de vérifier si cette silhouette ou si cette personne potentielle est quelqu'un de correct ou pas. D'accord? Dans l'inconnu le plus total, peut-être votre jugement prudentiel le plus simple, c'est de dire d'éviter le contact tout court parce que ça vous coûterait trop cher de vérifier à qui vous avez affaire. Et ça, c'est encore une fois, ça fait descendre en quelque sorte les discussions au niveau assez basique du sens commun, que les gens prennent des décisions et font des choix, non pas parce qu'ils sont mus par des stéréotypes ou d'autres trucs, tout simplement, mais parce que ils peuvent pas, ils n'ont pas les ressources pour obtenir les informations nécessaires pour juger de la façon la plus adéquate tout le temps, en fait. Ça demanderait énormément de ressources. D'accord? Et donc, on généralise, on fait ça, et c'est normal. Et on ne peut pas faire autrement. Je donnerai une anecdote. Si, on peut faire autrement, mais ça coûte très cher. Et en fait, les gens ne sont pas forcément prêts à payer et à attribuer des ressources pour faire ça. C'est ça le vrai truc. Parce que si tu te rappelles dans The Quest for Cosmic Justice, il prend l'exemple de la pizza, là. Et il te dit, voilà, à un moment donné, il y a des livreurs, alors je sais plus, je crois que c'était Chicago, mais peut-être que je me trompe, qui voulaient plus livrer... San Francisco, qui voulaient plus livrer dans certaines zones de la ville, etc. Parce qu'en fait, concrètement, c'était trop dangereux. Il y avait des types qui leur volaient leur scooter, ils se faisaient agresser, enfin voilà. Bon. Donc,
à un moment donné, la mairie a dit il faut qu'on fasse passer une loi pour imposer que toutes les zones de la ville doivent être livrées pareil. Livrées par les... Et qu'il n'y ait pas de discrimination, ça serait une injustice sinon, tout ça. Bon, qu'est-ce qui s'est passé ? Les gens qui faisaient des livraisons, ils ont dit ok, écoutez, on est obligé, visiblement parce qu'on n'a pas le choix. Bon, par contre, tous les coûts qui sont associés au fait qu'on se fait voler des scooters, dégrader des trucs, que nos employés, ils n'ont pas envie de bosser, les primes de risque, machin, tout ça, par contre, tout ça, c'est transféré, hein, et on va les répartir partout. Donc, à partir de maintenant, que vous commandiez votre pizza dans un endroit hyper tranquille ou dans un endroit mal famé, vous allez payer votre pizza 2 fois plus cher. Et c'est votre problème, c'est pas le nôtre. Vous avez décidé ça. Oui. Oui, alors là, on arrive sur l'exemple. Là, ça montre bien que aussi un autre cheval de bataille de Sowell, c'est que les décideurs politiques, tu vois, c'est pas eux qui payent. Tu vois. Tout le gros truc de Sowell, c'est de dire, en fait, la politique est presque toujours chez Sowell l'ennemi de l'économie, en fait. Les politiciens, grosso modo, ils n'arrêtent pas de prendre des décisions sans jamais se poser combien ça va coûter et à qui, en fait. Parce que, et là, on l'a vu avec la taxe Zuckman et toute la caste politique française qui ne se pose jamais la question de qui va payer pour ces merveilleuses belles intentions, etc. On sait très bien qui, c'est Nicolas qui paye, d'accord, on le sait. Non, mais tout le monde sait, comme on dit, non, tout le monde sait. Mais voilà, c'est un autre grand cheval de bataille de Sowell, c'est que les décisions sont prises malheureusement par des gens qui ne payent pas le prix de leurs décisions. Et ça, c'est une des choses que ce libéralisme horrible c'est à ça qu'il essaie de remédier, en diminuant l'État et en diminuant la bureaucratie. En fait, il faudrait que le maximum de décisions dans une société soient prises par les gens qui en payent le prix. C'est ça l'idée, en fait, fondamentale du libéralisme. C'est l'idée de ramener la responsabilité à la liberté et au coût, et en fait, de ramener ça à l'unité, au plus près de celui qui décide et qui est concerné, en fait. D'accord ? C'est-à-dire, on arrive d'ailleurs à la vision distributiste de Belloc et de Chesterton, à l'idée que tout doit être ramené à une dimension humaine la plus petite possible, si on peut, d'accord ? Et alors, j'aimerais quand même... Alors, pour illustrer cette histoire de coût de l'évaluation de l'individu, je vais vous raconter une anecdote personnelle parce qu'on... c'est un podcast, tu as le droit de raconter des anecdotes personnelles au milieu, il n'y a pas de problème. C'est qui me concerne, donc moi, là, pour le coup, en tant que Roumain qui cherchait un appartement dans la belle ville de Paris, il y a de cela déjà une vingtaine d'années, et en fait... Donc j'étais dans une colocation dans cet appartement que je n'avais pas trouvé, c'était mon colocataire qui avait trouvé cet appartement, mon colocataire qui est parti, et bref, j'allais reprendre cet appartement à mon nom. Et donc la propriétaire, qui était une vieille dame, paix à son âme, à mon avis, elle n'est plus de ce monde, et elle avait bien sûr un préjugé contre les Roumains. Un tel préjugé qu'elle m'appelait constamment Monsieur Ceausescu. Alors, elle m'appelait Monsieur Ceausescu. C'est comme ça. En fait, mais elle le faisait très spontanément. Je crois qu'elle avait du mal à retenir mon vrai nom et elle m'appelait Monsieur Ceausescu. Et même d'ailleurs l'agente, alors ça c'est de l'agence qui s'occupait de l'appartement, elle avait repris ce truc-là et j'ai dû faire. T'as dû faire corriger à l'agence. C'est ça. J'ai dû lui dire, écoutez, non mais en plus c'est un peu insultant. C'est comme si je vous disais Madame Pétain ou je sais pas. Non mais c'est quand même pas d'un très bon souvenir pour le Roumain de l'appeler Monsieur Ceausescu. Bref. Et cette vieille dame, donc bon, elle avait un préjugé contre les Roumains et elle avait des réticences à me louer cet appartement. Et donc, un jour, bon, d'ailleurs, tout l'immeuble lui appartenait. Hein, c'était une riche héritière. En tout cas, tout l'immeuble lui appartenait. Et un jour, elle est venue et elle a visité. C'était même pas pour me visiter, mais bref, elle est venue et elle m'a rencontré. Et là, comme elle m'a rencontré, donc ça coûtait pas trop cher finalement, tu vois, d'avoir l'information directe de qui j'étais, etc. Bon, elle s'est fait une idée, là pour le coup directe, du Roumain que j'étais, et elle m'a loué l'appartement. Mais c'est parce que c'était ça, c'était simple finalement pour elle.
d'évaluer si j'étais fiable, si j'allais lui dégrader l'appartement ou au contraire si j'étais quelqu'un de respectable, respectueux, etc. Mais je comprends son optique, tu vois. Je l'ai dit comme je dis, mais je souligne que si ça avait été trop cher pour elle, en quelque sorte, de savoir qui j'étais, bah, peut-être qu'elle m'aurait discriminé. Parce que ça aurait coûté trop cher de savoir si j'allais dégrader son bien ou pas. Donc voilà, ça c'est pour replacer une anecdote personnelle par rapport à cette théorie de Sowell, mais Mais en fait, fondamentalement, le vrai problème, c'est qu'il y a une grande complexité dans le monde, dans la nature humaine, dans la société, dans tous les individus qui sont dedans, et que pour la gérer, la plupart des gens sont obligés d'avoir des mécanismes mentaux simplifiés, parce qu'en fait, ils peuvent pas repartir à chaque fois d'une feuille blanche en disant voilà, je vais supposer que je connais rien de personne, je vais tout reconstruire de zéro, je vais discuter à chaque fois pendant 4 heures avec chacun pour comprendre vraiment ses motivations, ses aspirations, tout ça. Et en fait, tout le monde le fait. Je veux dire, à des niveaux qui sont divers et variés, tout le monde le fait. C'est juste que les étiquettes sont peut-être pas les mêmes. T'as des gens qui vont te dire ah lui, mais il me semble qu'il est tel statut social ou je fais pas confiance. Tu vois, par exemple, moi, on me dit les petits bourgeois, je sais pas quoi. Bon, ok, les mecs font pas confiance aux petits bourgeois, très bien, pas de souci. T'as des gens qui vont faire à l'inverse pas confiance à certaines professions. T'as des gens qui disent ah ouais mais les garagistes moi je fais pas trop confiance, c'est un peu tous des filous machin. T'as des gens qui vont pas faire confiance à des groupes ethniques ou à des groupes de nationalité ou à des origines sociales ou enfin voilà. Et en fait la réalité c'est que comme la réalité est très complexe, tout le monde essaye de trouver des moyens pas trop complexes de gérer en fait pas très coûteux. C'est ça, pas très coûteux de gérer la complexité. Non, parce que c'est une histoire de glucose, là. Mais le glucose en sens social, et c'est bien pour ça que tu as des tas d'agences d'information, de consulting, etc. Tu vois, des trucs que Ventos trouve parasitaires. Bon, faudrait expliquer, par exemple, à cette demoiselle, Tatiana Ventos, puisque je viens de lâcher le nom, que les gens qui étudient des informations et qui rassemblent des données et qui essayent d'en faire sens, bah oui, ils font un travail utile parce que, en fait, pour prendre des décisions, justement, voilà, rassembler des informations, c'est extrêmement coûteux. Et comme vous, dans votre propre vie, quand vous prenez une décision, voilà, pour entrer en relation avec quelqu'un, c'est coûteux, il faut le fréquenter pendant des années, parfois pour établir une vraie relation de confiance, etc. Donc c'est coûteux. Ben, c'est pareil au niveau aussi macro, d'accord. Ce sont pas, comment dire, des boulots parasitaires. Il y a des gauchistes qui ont une vision comme ça, que grosso modo, la manipulation des symboles et le fait de recueillir des informations serait absolument inutile. Mais non, c'est extrêmement important. Si nous sommes dans un monde d'information, c'est parce que ça coûte énormément, très très cher de recueillir de l'information pertinente et complète. Et c'est pas du tout superfétatoire, parce que vous pouvez pas simplement serrer vos vis, faire du boulon ou aller semer vos champs sans avoir une idée du macro dans lequel vous êtes inséré, en fait. C'est pas possible, en fait. Et même si on simplifiait, même si on n'était pas dans un système mondialisé, même si on était dans un système national ou même régional, il y aurait des tas d'informations quand même à connaître pour votre production de carottes locales, en fait. Bon. Non, mais bien sûr, mais même voilà. Regarde, ça a toujours été, honnêtement, ça a toujours été, l'information a toujours eu de la valeur, en fait. Pourquoi les gens se sont toujours renseignés sur la réputation de tel ou tel partenaire commercial avant de s'engager dans un commerce avec lui? Parce que, en fait, concrètement, si le gars il a une réputation que il fait pas de la bonne qualité, il met des années pour payer ou je sais pas quoi, t'as pas envie de bosser avec lui, c'est tout simplement. Et typiquement tout ce qui touche à l'argent, en fait, les mecs ont l'impression que les métiers de l'argent, en fait, il y a une spéculation, ils comprennent pas trop. Mais en fait, c'est parce que concrètement, derrière, c'est de l'information qui est triée et qui est agrégée. Quand les gens te disent, voilà, je sais pas, par exemple, les gens qui spéculent sur la dette de la France. Prenons cet exemple-là. Du point de vue des types de gauche, c'est de la spéculation pure. C'est-à-dire qu'en gros,
c'est vraiment, il joue au yo-yo. Il tire à pile ou face, il décide que ça monte, ça descend, ils ne comprennent pas. Bon. En fait, la réalité, c'est que c'est des informations qui sont transformées en des pourcentages d'emprunt ou des prix d'emprunt. Quand on te dit la dette de la France coûte plus cher, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les mecs ont épluché des tas de bilans d'entreprises, des tas de politiques publiques, des tas de codes de loi, des tas de signaux économiques, et que leur conclusion, c'est il y a plus de probabilité que ça aille dans le rouge que dans le vert. Voilà. Et c'est ça que ça reflète, en fait. Oui, non, mais ça va dans le rouge parce qu'il y a plus de risques. Okay, oui. D'accord. Parce qu'il y a plus de risques d'insolvabilité parce que, enfin, cet aspect de fluctuation, les fluctuations sont des anticipations, effectivement, de possibilités qui peut-être ne s'avèrent pas, mais en tout cas, il y a des ajustements qui indiquent telle possibilité et ça permet de prendre des décisions. Oui, c'est très important cette histoire de le prix. Le prix reflète un prix laissé un petit peu au jeu de l'offre et de la demande, justement, pas un prix faussé, est un prix qui indique une réalité, en fait, d'accord. Si vous maintenez un prix, et ça c'est aussi le premier livre de Sowell, on parle longuement de ces fixations du prix qui sont, disons, qui passent pour de bonnes idées politiques, notamment par exemple la fixation du prix du travail, c'est la fixation du salaire minimum. Il a un énorme chapitre là-dessus dans les illusions de la justice sociale, mais il revient là-dessus dans discrimination et disparité. Tous ces aspects qui, soi-disant, sont de bonnes idées, en fait, faussent la perception de la réalité. Un prix fixe est un prix qui fausse la perception de la valeur d'un bien, en fait. C'est ça ce qui se passe. Et à partir de là, si... Par exemple, le kilowatt-heure subventionné parce que c'est de l'éolien ou du voltaïque va être acheté par l'État à tel prix, en fait, d'accord, qui est nettement au-dessus du marché. Ça, on donnait un exemple très simple de comment le prix est faussé. Donc oui, c'est fait exprès, on fausse le prix du kilowattheure. Pourquoi ? Parce qu'on est censé, du coup, motiver des tas de gens à mettre des panneaux voltaïques partout et à faire des éoliennes, et que de cette façon-là, ils vont être payés plus, en fait, que ce que dégagent ces panneaux voltaïques et ces éoliennes au tout début, mais parce qu'on souhaite les inciter, c'est bien ça, une incitation, on souhaite les inciter à en installer partout, parce que, bien sûr, à long terme, tous ces trucs-là, finalement, en théorie, ça devrait dégager plus, en fait. C'est peut-être pas très prouvé, mais en tout cas, c'est un mécanisme, on fausse le prix pour inciter telle chose, en fait. Mais ça, c'est quelque chose que tout le monde peut comprendre, aussi, on peut en comprendre les effets délétères, d'accord. Si vous fixez le prix de quelque chose trop haut, justement, il y aura une surproduction, en fait, parce que ça va... Et si vous le fixez trop bas, il y aura pas de production, en fait, d'accord. Si vous fixez, par exemple, Mélenchon, il te parlait de fixer les loyers. Si vous fixez les prix du loyer, vous gelez le prix de telle chose, c'est-à-dire que vous ne le laissez pas fluctuer à cause des spéculateurs, vous ne le laissez pas fluctuer, en fin de compte, s'il est trop bas par rapport à la demande réelle, personne. Vous prenez par exemple les appartements, si vous bloquez les loyers, plus personne ne va construire d'appartements parce que c'est pas la peine d'en construire si de toute façon on ne pourra pas récupérer des loyers intéressants qui pourront couvrir les frais de construction. Et Sowell donne le cas, je crois qu'au Caire ils ont fait ça et ça a été une catastrophe, en fait. Donc c'est voilà pour donner. Ah non mais il y a des tas de réglementations sur tout ce qui touche à l'immobilier qui ont des conséquences terribles. C'est marrant parce que alors. Il y a pas très longtemps là, j'étais en voyage à Bruges, qui est une très très jolie ville d'ailleurs. Si jamais vous avez pas été visiter ce coin de Belgique, allez-y, ça vaut vraiment le détour. Et je sais pas si tu sais ça, mais en fait il se trouve que je crois que c'est au 16e, 17e, ils ont fait une taxe sur les fenêtres. Ils ont décidé que en fonction du nombre de fenêtres, on te taxait plus ou moins cher ta maison. Et donc, non, je savais pas, non. Et donc en fait, quand tu visites, parfois tu tombes sur des bâtisses un peu anciennes et tu comprends pas trop en fait au début et tu réalises que tu as des tas de trucs qui ressemblent à des fenêtres mais qui sont juste pas en noir, tu vois. Et tu comprends pas très bien. Et quand
tu sais cette info économique, d'un seul coup, le truc prend sens, en fait. C'est que pour ne pas payer la taxe, t'as des tas de gens qui avaient décidé d'occulter volontairement les fenêtres pour les faire sauter, en fait, pour pas payer les impôts. De la même manière, tu parlais du CARE. Bon, c'est peut-être un petit peu technique et un peu loin du scope habituel de ce que les gens ont l'habitude d'entendre, mais bon, moi, il se trouve que je connais un petit peu cette ville. Si tu te promènes un jour, tu verras que tu as plein de bâtiments qui sont pas terminés. Surtout dès que tu t'éloignes du centre-ville, en fait. C'est très marquant. Tu te balades sur... Ah oui, ça c'est parce que s'ils ne sont pas terminés, ils sont considérés ils sont pas considérés comme terminés. Ils ne sont pas imposés s'ils ne sont pas terminés, en fait. Donc tout le monde laisse... Oui, mais ça c'est la même chose en Italie du Sud. C'est ça. Oui. Mais tout le monde laisse dépasser des piles avec 3 briques sur le toit, en disant que non, mais il y a un étage qui est en cours de construction, etc. Ça fait 50 ans qu'il y a un étage en cours de construction. Il n'a jamais été fait. Mais en attendant, on ne paye pas la taxe. Du coup... alors, d'un point de vue individuel, les gens ne payent pas la taxe, ils sont contents. D'un point de vue collectif, c'est super dommage parce qu'en fait, on a fait un impôt un peu débile parce qu'on n'a pas réfléchi à ce genre de conséquences. Et surtout, on a du coup dégradé en fait, l'expérience de tous les touristes qui visitent et puis même l'expérience des gens qui y habitent dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que le mec qui vit là, il se promène, il a l'impression que tout est en cours de construction ou de destruction en fonction du point de vue. Et c'est mais j'avais vu, il y a la même chose, j'avais vu ça en Calabre en fait. Dans le sud de l'Italie, il y a la même chose. Les bâtiments qui ne sont pas crépis, etc., parce qu'ils sont toujours en cours de construction, en fait. Depuis là, pour le coup, je crois que c'est dans les 100 ans ou plus, en tout cas, c'était... Oui. Je crois qu'il y avait une ville aussi où tu avais des taxes en fonction de la taille des façades. Il me semble que c'était la largeur de la façade qui imposait la taxe, et du coup, ils se sont tous mis à faire des constructions trapézoïdales bizarres, où, si tu veux, l'avant de la devanture de la maison faisait 1,50 m de large, il y avait juste la porte, et puis derrière ça faisait un énorme trapèze et ça finissait par faire 15 mètres de côté, tu vois. Enfin... Ouais, c'est ça. Non, mais ça, c'est oui, les effets les plus visibles, des taxes. Mais voilà, en tout cas, voilà, comme c'est, oui, en tout cas, revenons au livre de Sowell. En tout cas, voilà, ça illustre. Encore une fois, un des problèmes contre lequel Sowell s'est battu toute sa vie. On rappelle qu'il a 95 ans, il les a eu en juin dernier, il va sur ses 96, et qu'il est toujours actif, en fait, d'après ce que je vois, il fait toujours des interviews, et il a publié donc en 2023 le livre que nous avons déjà traduit, peut-être qu'il va en faire d'autres. Vous pouvez écouter des vidéos, il y en a une extrêmement longue et intéressante en anglais sur son livre Discrimination et disparité, avec un intervieweur du Hoover Institute. Donc Hoover Institute, on rappelle que c'est là où depuis 45 ans, littéralement, il est fellow, c'est-à-dire... il est payé pour écrire et étudier ce qui se passe sans avoir le devoir d'enseigner, en fait, après avoir été pendant de longues années enseignant universitaire. Donc ça fait maintenant plus de 45 ans qu'il est déchargé de cette obligation de cours pour s'occuper uniquement de la recherche et de la publication sur des sujets pertinents pour la société civile. Et je trouve que ça, c'est vraiment une des particularités américaines qui nous manque, à mon avis, nous, en France. C'est qu'ils ont véritablement gardé depuis les années 50, et je pense depuis Russell Kirk, peut-être qu'on traduira un jour, en tout cas, il y a toute une école conservatrice, libérale, avec vraiment des personnes de très grande qualité, très grande valeur. Stigler, il n'a jamais été traduit non plus en français, par exemple. Donc, il a eu le prix Nobel, le prof de Sowell. Donc vraiment, il y a toute une école qu'on ne connaît absolument pas en France, qui irrigue de ses pensées, de ses analyses, justement, à la fois le peuple travailleur responsable de droite et aussi les décideurs, etc. Il y a véritablement une contre-culture au gauchisme aux États-Unis.
et qui a été financé aussi, bien sûr, par les fonds privés, etc. C'est normal, l'argent, c'est quand même le nerf de la guerre. Et ça manque cruellement en France, en fait. En France, je crois que les industriels, les entrepreneurs, justement, n'ont pas financé, à mon avis, suffisamment d'intellectuels qui défendaient les principes de l'abondance même dont ces capitalistes bénéficiaient, en fait. Est-ce que tu n'es pas en train d'appeler, là, d'une certaine manière, à subventionner une science bourgeoise, là? J'ai cligné des yeux, j'ai l'impression que c'était ça, là. Non, subventionnez-nous. Non, moi, je suis encore plus direct. Non, il faut que nous soyons subventionnés. Non, mais si, d'une façon globale, en France, c'est malheureux. On a l'impression que les sciences sociales, c'est la même chose que le marxisme. On l'a bien vu avec ton débat avec Padustream, etc. On a l'impression en France, il y a eu, j'en ai parlé, Jules Monroe, on en a pas, il y a eu Raymond Aron, il y a eu des tas de penseurs, en fait, de droite. Raymond Aron, c'est vraiment un libéral, mais qui se souvient, enfin, qui parmi les jeunes connaît Raymond Aron, en fait? Et pourtant, c'était le gars qui avait... Mais parce qu'il y a un vrai boulot d'occultation et enfin, en fait, ils font la propagande systématique de certains auteurs qui sont de leur bord, et ils occultent ceux qui ne sont pas de leur bord. Et Raymond Aron, c'est marrant parce que on parle des histoires de financement et tout. Il se trouve que c'était Padurink qui avait fait un fil Twitter assez remarqué pour expliquer qu'en fait, alors il avait sorti toute une théorie pour expliquer qu'il avait reçu de l'argent de la CIA, qu'il y avait un truc, que c'était une tentative d'imposer du libéralisme, etc. En fait, ils veulent vivre dans un espèce de petit paradis communiste, et tout ce que tu décris qui pourrait être un petit peu de sang frais, un peu de diversité de points de vue, un petit peu de débat interne, ne les intéresse pas. C'est pas audible pour eux. Et tous les... Regarde par exemple, moi j'ai trouvé très amusant qu'ils s'en prennent à un mec comme Hayek comme étant pas un scientifique. Le gars a eu un Nobel d'économie. Bon, tu peux me dire que il y a certains Nobel d'économie avec lesquels tu es plus d'accord que d'autres. C'est mon cas personnellement. Il y a des Nobel d'économie que je trouve plus intéressants que d'autres, etc. Mais c'est pas pour autant. En fait, il y a une distinction entre je suis d'accord avec lui et c'est un scientifique ou c'est pas un scientifique. tu peux. Oui, non, mais bon. Non, mais c'est pas ça. Eux, ils font uniquement de la propagande. C'est pas la peine d'essayer de voir en quelle mesure les thèses de Padurink sont valables ou pas. Ce sont des propagandistes idéologues et ils racontent uniquement des choses en fonction de l'objectif qu'ils ont, à savoir d'amener au pouvoir Mélenchon. En fait, c'est extrêmement simple. Il n'y a pas d'honnêteté là-dedans. Là, la fin justifie les moyens, et donc il n'y a pas de débat honnête. Donc, c'est pas la peine d'essayer de voir en quelle mesure ils auraient tort, raison, etc. Leur apporter des arguments, vraiment, parce qu'on n'est pas sur ce ring-là. On n'est pas dans un ring, justement. On n'est pas dans une discussion socratique. Oui, par contre, ce que je trouve vraiment intéressant et important, c'est de faire le travail que nous on fait modestement à notre échelle, et je sais qu'on n'est pas les seuls à le faire, tu vois. Enfin, je veux dire, il y a pas mal de gens. Alors je crois que tu m'avais fait découvrir il n'y a pas très longtemps la chaîne de, par exemple, Alfonsi, qui fait un petit peu un travail aussi d'éducation économique. Je sais que il y a par exemple Vincent Gers qui avait fait sa petite maison d'édition, John Galt, qui a traduit certains titres. Je crois même notamment il a traduit, si je me souviens bien, un titre de Sowell. Je sais que par exemple notre ami Bhaskar de la chaîne Hypnomachie, il fait un peu un travail aussi libéral, etc. Il y a quand même pas mal de gens qui essayent d'amener des idées nouvelles. J'ai découvert dernièrement Éric Larchevêque. Là, je trouve qu'il a des positions qui sont intéressantes. Ses vidéos sont assez mesurées et assez propre, en fait. Bon, mais je pense que Samuel Fitoussi, enfin, il y a quand même pas mal de gens qui essayent de ramener des idées libérales conservatrices américaines en France. Et le truc, c'est que, en fait, on est dans un... Enfin, nous, à la fois, on essaie de trouver un modèle économique qui permette de faire en sorte que ça marche, et on joue le jeu de manière équitable, en fait, c'est-à-dire que nous, nos prix ne sont pas faussés. On n'est pas abondamment subventionné par le CNRS ou je sais pas quoi.
pour faire l'importation des idées, en fait. Et en ça, il y a tout un volet. C'est pareil. Moi, je trouve très amusant de constater que tu as beaucoup de types de gauche. Alors, moi, on va pas refaire le débat sur le concept du boutiquier, machin. Mais je trouve très amusant de constater que tu as des types qui te prennent de haut. Alors que toi, tu fais des vidéos sur ton temps libre, que tu les montes avec les moyens du bord, etc. Et eux, pendant ce temps-là, personne te paye pour ça. Ils sont payés 100 000 balles du CNC pour littéralement sortir des vidéos comme ça. Enfin, bien sûr qu'on peut pas rivaliser. Ah oui, oh là là, tu essayes de gagner de l'argent. Bah, en fait, toi, tu le gagnes autrement. C'est juste que tu l'as pris dans des impôts. Non, tu le spolies. Tu le prends de la poche de chaque Français, en fait. Mais oui. Non, mais bon, ça, ok. Si on enlevait les subventions, est-ce qu'il y aurait qui lit la majorité des journaux Il y a aucun, à mon avis, aucun journal en France qui s'autofinance lui-même. Il y a aucun. La télé française, si elle n'était pas subventionnée, enfin, elle existe uniquement parce qu'elle est subventionnée. Il y a plein de choses qui n'existent en France. Le cinéma français n'existe que parce qu'il est subventionné. Il y a toutes ces choses-là qui sont vraiment parasitaires pour le coup. Non, c'est-à-dire le comble de l'indécence, c'est de traiter en fait les entrepreneurs et les actionnaires de parasites, alors que littéralement ces gens-là vivent de façon parasitaire sur le corps social et de façon très technique en ponctionnant des subventions en fait. Point. Et ça c'est véritablement obscène en fait. Ça c'est enfin, bon. Donc, et ils n'ont pas intérêt à ce que les idées libérales progressent, parce que les idées libérales montrent et démontrent leur inutilité de parasite, en fait. C'est ça, en fait, la grande crainte de toute cette caste, comme disait Milei. Et je suis bien content, d'ailleurs, il y a une chose qu'on peut fêter cette semaine, non ? C'est la victoire écrasante de Milei dans les élections argentines, alors que, bien sûr, la Pravda parisienne, j'appelle la Pravda parisienne, c'est-à-dire tous les organismes de presse parisiens, finalement. La Pravda avait déclaré qu'il allait perdre, que ça allait être atroce, que ça allait être... Bref, la Pravda, bon, encore une fois, comme d'habitude, était à l'opposé du réel. Bon, mais écoute, on se dirige progressivement maintenant vers la fin de ce podcast. On a déjà une petite heure. On va pas... exagérer avec la patience de nos auditeurs. Qu'est-ce qu'on peut vous dire ? C'est que oui, la campagne donc vient de démarrer. Vous avez jusqu'au 14 décembre pour souscrire à cette campagne pour la traduction et l'édition de Discrimination et disparité de Thomas Sowell, qui est un livre un peu plus épais qu'Illusion de la justice sociale. Donc, qui va peut-être nous coûter plus cher en termes d'envoi. C'est ça aussi un des paramètres auxquels on réfléchit forcément à chaque fois qu'on fait un livre, parce que si c'est en dessous de 250 grammes, si c'est au-dessus de 200, si c'est au-dessus ou en dessous, ça ne va pas être les mêmes tarifs postaux. Bref, voilà, on vous parle un petit peu de notre cuisine interne. Je suis quasiment sûr qu'on tiendra les délais et qu'on vous les enverra pour Noël. Je dois encore avoir juste la confirmation de l'imprimeur, mais c'est quasiment certain. Les scrutons, ben voilà, c'est pour le moment, encore une fois, en pause. Mais ça va se débloquer sous peu, au plus tard le 10 novembre. Donc, nous espérons avoir une bonne nouvelle à vous annoncer lors du prochain podcast, à savoir enfin d'avoir reçu aussi une aide institutionnelle. Et puis, voilà. Ah oui, je souligne qu'on fait une chose extrêmement bourgeoise. On a fait de très très beaux livres, des livres encore plus beaux que ceux que nous faisons d'habitude. Pour ceux qui souhaitent nous soutenir plus généreusement, justement, et aussi pour ceux qui souhaitent avoir véritablement des livres éternels, parce qu'on va vraiment faire des couvertures rigides, vraiment des choses extrêmement soignées. Je pense que nos traductions le méritent. Donc tous les livres que nous avons sortis jusqu'à présent seront faits sous cette forme-là, sous une forme de luxe, un format de luxe. C'est un tirage limité, précise-le aussi parce que... Et voilà, c'est un tirage limité hors commerce, donc et vous numéroté. pouvez spéculer dessus. C'est ça. Et voilà, donc
c'est un investissement quelque part. Vous pourrez spéculer dessus dans 10 ans. Ah, j'ai la collection complète Carmin, je la revends 15, voilà, je la revends 10 fois plus cher. Voilà, c'est un placement. Voilà, c'est voilà. Remarque, vu le taux du livret A, c'est peut-être un bon investissement. J'espère que nos auditeurs ont tous vidé leur livret A, à mon avis, comme ils sont très intelligents. Ils l'ont déjà fait sans qu'on leur en parle. Donc, en tout cas, voilà, c'est la nouveauté. Il n'y aura qu'une centaine d'exemplaires en fait par titre, d'accord ? Ça sera numéroté et limité, et il y en aura plus d'autres. Hein. On ressortira pas des tirages de luxe, voilà, ça sera, il y aura un tirage et voilà. Donc voilà pour les nouvelles. Merci encore pour votre soutien fidèle. Nous reviendrons dans 2 semaines à ce microphone. Et ben écoutez, merci pour tout. Merci Moss. Oui, merci à tous les gens qui nous soutiennent, parce que c'est grâce à vous qu'on arrive à faire ces livres et qu'on arrive à faire ces traductions qui sont de qualité. Apparemment, j'ai besoin de le préciser, parce qu'il y a des gens qui en doutent. Donc voilà, on fait le travail de faire des livres de qualité, on achète les droits, on ramène des titres qui ne sont pas disponibles en français et on essaie de les rendre accessibles au prix le plus juste, avec la meilleure qualité possible. Voilà, et c'est ça notre boussole, et on va continuer à le faire. Merci encore. Merci dis la vérité. Dis la vérité que tu fais ça uniquement avec ChatGPT et puis tu torches ça et puis voilà. Dis la vérité. Arrête de mentir. Ouais, non, mais en fait, ce qui est terrible, c'est que je pense qu'il faut vraiment jamais avoir essayé de traduire ne serait-ce qu'un chapitre pour dire un truc comme ça, en fait. C'est vraiment, enfin, ça témoigne juste d'une incompréhension totale de ce qu'on. Enfin, après, s'ils ont jamais lu nos bouquins, bah, c'est sûr qu'ils ont aucune idée de la qualité de ce qu'on fait. Donc, enfin, si ça se trouve, ils projettent complètement. Mais non, mais bien sûr qu'ils n'ont jamais eu un de nos ouvrages entre les mains, de toute façon. Et est-ce qu'ils le méritent ? Est-ce qu'ils méritent de lire nos ouvrages ? C'est ça la vraie question. Est-ce qu'ils sont dignes de lire nos ouvrages ? Non, mais en fait, tu comprends, c'est comme le diable. S'il touche la Bible, là, ça va pas, tu vois. C'est pareil. S'il touche d'autres livres que le livre de Marx, il se passe des trucs, tu vois. Donc, non, il faut pas qu'ils touchent, tu vois. Ça serait trop dangereux pour eux. Bon, allez, sur ces petites blagounettes, à très vite. À bientôt.